Je voudrais dire que la situation politique dans notre pays, elle est préoccupante à plus d'un titre. Et dire cela, ce n'est pas une posture de parti d'opposition, c'est une posture de responsabilité. Lorsqu'on connaît l'histoire politique de notre pays, lorsqu'on connaît la fragilité et la vulnérabilité des institutions de notre pays, on est en droit de s'interroger sur ce qui nous arrive. Nous sommes préoccupés par la mauvaise volonté du gouvernement en place à nouer des contacts avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux ou les couches socio-professionnelles de notre pays. Depuis quelques années, le gouvernement a choisi le raidissement, le mépris et ignorer même les préoccupations des Nigériens. Je ne connais pas une société où il est possible de gouverner contre la volonté du peuple ou en ignorant les préoccupations populaires ou même souvent en les considérant comme criminels. Si vous voyez, une chose ne change pas, c'est chaque fois qu'il y a une voix dissidente, chaque fois qu'il y a une réclamation qui vient des acteurs politiques ou des acteurs sociaux ou des populations elles-mêmes, la première des choses c'est de nier cette réclamation. La deuxième c'est de chercher à la censurer ou à la réprimer. Il n'y a pas un seul secteur socio-politique ou socio-professionnel au Niger qui ait échappé à la répression ou à la volonté de destruction du gouvernement en place. Aucun. Quand vous regardez les syndicats, la tâche est quasiment accomplie au niveau de la plupart des syndicats. Ils sont ou détruits ou muselés. Syndicats scolaires, syndicats des travailleurs, syndicats socio-professionnels ou corporations de quelque part. Comme vous voyez, les partis politiques aussi, c'est la même démarche. C'est l'implication des plus hautes autorités de ce pays pour les détruire, les affaiblir et faire en sorte que ces partis ne représentent rien ou que leur voix ne soit pas entendue. Quand vous regardez les acteurs de la société civile aussi, c'est la même volonté. Les affaiblir, les détruire, les emprisonner, faire en sorte qu'ils n'aient pas droit à la parole. Vous-même, médias, vous n'avez pas échappé. Vous avez été harcelés, poursuivis ou souvent fermés à tort. Dans un pays ou dans une démocratie, on considère que les médias ont un rôle important. Les entreprises de médias ne gagnent pas de l'argent. Elles participent à donner la parole, à approfondir la démocratie. Mais ces entreprises-là ont été harcelées, poursuivies et fermées. Donc, globalement, nous avons un contexte d'allergie de ce gouvernement aux opinions contraires. Nous avons un contexte de mépris des revendications sociales. Et vous avez un gouvernement qui fait des choix d'investissement les plus hasardeux et les plus inappropriés. Nous avons des demandes sociales insatisfaites dans le domaine de l'eau, de l'éducation, de la santé. Mais vous voyez, ils construisent des éléphants blancs, ils mettent les ressources propres du Niger et les ressources tirées de l'endettement ou des appuis extérieurs dans des dépenses de prestige, souvent à des fins inavouées. Donc vous avez une mauvaise gouvernance sur le plan de vie économique, vous avez une mauvaise gouvernance sociale et vous avez une mauvaise gouvernance politique. Ça fait, nous, 1 an qu'on est à l'opposition et même avant de sortir du gouvernement pendant 2 ans, nous avons crié à tue-tête pour qu'il y ait un dialogue politique, pour que le gouvernement et la majorité qui sont en place se rendent compte que les élections à venir en 2020 et 2021 sont des élections stratégiques pour mettre en place un cercle ou un cycle démocratique vertueux. Faire en sorte qu'un président démocratiquement élu passe la main à un autre pour la première fois de notre histoire post-indépendance, cela me paraît être un enjeu et un défi de taille qu'on ne peut réaliser que lorsque nous créons les conditions d'un dialogue politique sincère, nous créons les conditions de la confiance des acteurs politiques autour des questions électorales. Mais vous avez vu, nous, pendant 2 ans, nous avons été ignorés. À un moment, on a considéré que ce n'était pas vrai tout ce que nous demandions, avant de se rendre compte que non seulement nous n'avons pas cessé le combat, nous avons continué la pression, et qu'ils consentent à organiser des discussions au cours desquelles ils ont été obligés de faire certains reculs sur certaines questions et de garder d'autres questions. Donc, si je dois résumer, et en toute honnêteté, je suis très inquiet par la situation politique de notre pays. Mais nous, en tant que front de l'opposition, notre souhait, c'est que les gouvernants se rendent compte que nous avons la nécessaire obligation de nous asseoir et de créer les conditions de dialogue politique, de dialogue social et de grande cohésion nationale. Je souhaite que les acteurs de la société civile ne soient pas ignorés, réprimés ou marginalisés. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie qui ne considère pas ce que les mouvements sociaux demandent ou qui ne les écoute pas ou qui ne les considère pas. Vous ne pouvez avoir aucune démocratie qui tue les partis politiques, y compris avec l'implication des autorités auxquelles la Constitution a interdit toute implication partisane. Oui, justement, Président, vous l'avez évoqué à votre niveau, au niveau de l'opposition, en tout cas, c'est
l'inquiétude qui vous caractérise. Mais quelque part, on voit aussi que dans vos propres rangs, dans les rangs de l'opposition, on assiste à un certain effritement des fronts, différents fronts qui composent l'opposition. On a vu avec votre propre front, le Front Patriotique, c'est bien cela, les départs que vous avez enregistrés. Tout récemment, on a vu au niveau également du FOI et du FDR, un nouveau départ, on va dire. Est-ce que toutes ces situations ne sont pas de nature à vous fragiliser davantage et donc ne pas vous faciliter la tâche? Non, ce que vous dites est vrai. On se soucie du fait que certains acteurs ou certains membres de nos différents fronts rendent les armes et qu'ils se rallient au gouvernement ou à la majorité qui est en place. C'est très inquiétant. Nous, on voudrait que nos rangs se renforcent, qu'on soit plus unis, plus forts. Mais au fond, c'est la politique. Il y a une sorte de clarification. C'est la durée qui permet aux organisations politiques de s'affiner et d'avoir une clarification et une catégorisation très claire. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui va arriver demain. Peut-être que d'autres tomberont. Peut-être aussi que de l'autre côté, d'autres quitteront la majorité pour rejoindre l'opposition. C'est un processus dynamique qui permet à chaque étape d'avoir une configuration politique à peu près claire. Moi, je sais qu'au niveau du Front Patriotique, nous avions une douzaine d'organisations, 2 sont partis, ça n'a pas affecté nos rangs, mais j'avoue que j'aurais voulu qu'on continue avec les mêmes camarades sur la durée, parce que le combat, on ne l'a pas gagné. Vous pouvez arrêter lorsque le combat est considéré comme gagné. Or, aujourd'hui, les Nigériens sont convaincus qu'il y a la nécessité de mener un combat farouche contre un système qui est en place et le remplacer par des hommes et des pratiques plus vertueuses, des hommes plus vertueux, plus préoccupés par les préoccupations des Nigériens. Donc l'opposition, elle fonctionne comme la plupart des organisations, c'est dynamique, ça se développe, mais sur le fond de la plateforme que nous défendons, les organisations principales sont là debout, elles se battent sur ces questions-là, et moi je ne suis pas inquiété par le fait que quelques structures puissent rejoindre la majorité. Je sais que le courant porté par l'opposition, aujourd'hui soutenu par le plus grand nombre de Nigériens, et c'est ça le plus important. Ce que nous disons et ce que nous portons au niveau du Front Patriotique, c'est ce que les Nigériens veulent que nous portions, c'est ce à quoi les Nigériens s'attendent dans un cadre démocratique. Donc, le fait que les organisations puissent ne pas être là le jour du combat ne changera rien. On reste déterminé, on reste concentré sur ce que nous sommes en train de défendre. Au fond, je vais vous dire, je ne sais pas le cas, mais pour ce qui est du Front Patriotique, ce que nous défendons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Niger. Lorsqu'on parle d'un code électoral transparent, c'est pour celui qui va gagner les élections. Je ne sais pas qui c'est, seul Dieu le sait. Mais nous participons à ces travaux-là pour dire que le seul gagnant, c'est le Niger. Si nous réussissons ces passages démocratiques, c'est très important. Mais quel que soit le gagnant, s'il gagne dans des conditions douteuses ou des conditions qui ne sont pas acceptées, il ne sera pas à mesure de gouverner le Niger. Et il va être lui-même un autre acteur et un autre facteur supplémentaire de l'instabilité du Niger. Nous ne voulons pas cela. Nous n'avons pas le droit de le faire. Donc moi, je souhaite que nous soyons tous convaincus qu'aujourd'hui, et l'opposition et le pouvoir, nous n'avons qu'un seul passage obligé, c'est le dialogue, et un dialogue sincère, pas les mises en scène qui nous sont souvent offertes par les pouvoirs en place, qui considèrent à faire quelques déclarations de principe, mais au fond, toutes les fois qu'ils sont confrontés à la réalité, à la situation réelle de concéder quelque chose de nécessaire pour avoir un compromis, ils le refusent. Or, eux, ils sont les plus disqualifiés à refuser un compromis. Souvenez-vous qu'ils sont restés à l'opposition pendant 20 ans. Mais pendant ces 20 années-là, ces 20 années, ils ont profité des compromis électoraux qui ont été faits par les majorités en place. Si c'était les majorités en place qui devaient faire les lois électorales, et ils n'auraient participé à aucune élection, puisqu'ils n'étaient pas capables au niveau de l'Assemblée de produire des lois électorales. Mais ils ont été toujours capables au niveau de l'opposition de créer les conditions d'un consensus électoral qui a permis que les lois électorales aient été votées pour avoir un consensus fort. La clé dans un système électoral comme dans nos pays, dans les pays comme le nôtre, c'est la confiance. Lorsque vous ne créez pas la confiance, vous ne pouvez pas avoir un consensus, un processus électoral. Nous avons créé les partis là pour chercher à exercer le pouvoir, proposer un projet, mais nous ne pouvons le faire que dans le cadre des élections démocratiques. Donc nous ne sommes pas dans une logique de dire nous ne voulons pas de la CENI, nous ne voulons pas des élections par principe. C'est pas vrai. C'est notre essence même de participer à la conquête du pouvoir. Donc nous voulons participer, mais participer sérieusement. Lorsque notre participation a un sens, et lorsque notre participation ne sera pas un alibi pour formaliser un rapport inégalitaire. Donc, c'est cela que nous cherchons, et nous avons une histoire pour ça. C'est l'histoire du consensus électoral au Niger.
C'est ça notre tradition. Nous devons revenir à cette tradition-là de manière formelle. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je leur dis aussi que l'histoire est là pour leur rappeler qu'ils se trompent. Et ils vont se tromper parce que les Nigériens ne se coucheront pas tous. Les Nigériens ne vont pas se taire ou s'aplatir devant leur volonté. Leur volonté ne fait pas loi. C'est ensemble que nous devons produire les lois électorales. Donc, la situation des fronts de l'opposition, elle me paraît être ce qu'elle doit être. C'est un processus dynamique vraiment qui est en place, qui permet aux structures de se connaître, de s'affiner, de s'organiser. Mais le comportement de la majorité présidentielle au Niger est un comportement qu'il faut dénoncer. Et je souhaite qu'ils reviennent à la raison et qu'ils soient des bons acteurs démocratiques, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt du Niger. Il y a des choses qui sont importantes et je pense sur lesquelles tout le monde est d'accord. La première des choses, c'est qu'un fichier biométrique est nécessaire pour améliorer la qualité de nos élections. Nous avons eu des élections plus ou moins acceptées, mais avec une grande partie de fraude dans certaines zones, et c'est devenu courant et constant. Les Nigériens le savent. Donc lorsque nous sommes capables d'avoir un fichier biométrique, je pense que nous créons les conditions d'améliorer ces processus. Donc c'est important d'avoir un fichier. La deuxième chose importante, c'est important que tous les Nigériens, où qu'ils se trouvent, puissent être enrôlés et puissent voter. Et vous savez que les derniers recensements électoraux à l'étranger n'étaient pas pertinents. Ça a été mal fait dans des proportions vraiment modestes pour les Nigériens et dans le cadre même de l'exclusion d'un grand nombre. Donc, si on veut mettre en place un processus biométrique d'enrôlement ou d'édition des cartes à l'étranger, c'est une très bonne chose. Et c'est faisable si nous nous prenons à temps. D'abord, nous avons des relais diplomatiques et consulaires dans quelques régions et nous avons une organisation de l'État qui peut le permettre. Notre problème avec le fichier biométrique, c'est que c'est un processus conduit de manière opaque et exclusif. Vous vous rappelez, il y a 4 mois, lorsque nous sommes allés aux négociations avec la majorité et les non-affiliés, on a créé un comité. Nous, lorsqu'on avait créé le Front Patriotique, il y a eu 2 ou 3 réunions du CNDP auxquelles nous n'avions pas participé. Et nous avions écrit au Premier ministre pour dire la seule fois où nous irons au CNDP, c'est lorsque vous auriez écrit de manière précise la révision du code électoral comme étant le point d'ordre du jour. Et il l'a fait. Et nous avons répondu à cette réunion et nous avons travaillé avec le FRDDR pour que nous puissions avoir une délégation commune qui va aller nous représenter aux discussions. Parce que notre conviction, c'était de dire que nos arguments sur le code électoral étant imbattables lorsque les gens sont de bonne volonté et de bonne foi, nous ne voyons pas pourquoi nous n'irons pas les défendre. Et lorsque nous sommes allés, la première séance de ce comité-là a consisté à dire que à partir de ce moment où nous avons pu ramener tout le monde à la table de discussion, tous les actes de la CENI, tous les actes du processus électoral seront inclusifs. C'est dans le rapport qui est sorti du comité. Dire cela veut dire tout simplement que tout ce que la CENI va se faire de manière inclusive avec les non-affiliés, l'opposition et la majorité. Mais nous n'avons jamais été associés à quoi que ce soit. Il y a eu le processus des audiences foraines qu'ils ont confisqué, qu'ils ont instrumentalisé. Nous avions pensé que c'était un processus organisé, initié par l'État pour le mener et que c'est un processus neutre et universel. Or, à la pratique, en la matière, vous avez vu que sur le terrain, c'est un processus mené, instrumentalisé par un seul parti. Vous avez entendu certains députés, un des députés dire qu'il a fait à lui seul 9000 actes pour sa propre communauté. Il ne peut pas le faire. C'est un processus mené par l'État. Vous avez vu les activités de certains partis où on demande aux structures du parti de rendre compte de l'évolution des audiences foraines qu'ils ont menées, pas auxquelles ils ont participé. Or, même ça, nous avons une tradition où c'est un processus qui inclut la société civile, les partis de l'opposition, les partis de la majorité. Ce processus-là qui est important et déterminant est aujourd'hui sur le terrain un processus instrumentalisé et confisqué par un seul parti. Ça, c'est un problème. Et c'est la même chose pour le processus biométrique. Nous ne connaissons pas les sociétés qui sont prises, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, comme cela a été convenu par les représentants des 3 blocs, que ce soit un processus clair, transparent, que tout le monde ait confiance. Or, aujourd'hui, personne n'a confiance dans ce processus. Et je vous rappelle que ceux qui nous dirigent eux-mêmes avaient dit il y a quelques années que le gagnant ou le perdant d'une élection est déterminé à partir de la gestion du fichier électoral. Or, les mêmes aujourd'hui
ont mis en place un processus qu'ils contrôlent tout seuls, qu'ils gèrent tout seuls et qu'ils dirigent tout seuls sur le terrain. Et ça veut dire qu'ils ont déjà désigné le vainqueur des élections. Donc vous avez un comportement, un processus totalement opaque qui est mis autour et qui fait que non seulement nous n'avons pas confiance, mais ensuite nous ne faisons pas partie de ce processus. Moi j'ai suivi ces activités à la télé comme vous, j'ai lu les éléments qui se rapportent. Mais voici un processus qui se veut important, mais la majorité en place quand même pense qu'elle peut le conduire toute seule, et le mener toute seule, et puis venir nous l'imposer comme étant un processus national. Ce n'est pas possible. Ils doivent s'aviser, ils doivent s'arrêter et rechercher le dialogue. Mais voyez-vous, c'est nous qui demandons le dialogue et ils ne veulent même pas. Alors que eux, au nom du sens et de la responsabilité de l'État qu'ils dirigent, qu'ils doivent avoir, c'est à eux de nous demander de faire le dialogue pour que nous puissions créer les conditions de l'apaisement. Je vous assure, moi si je devais me préoccuper aujourd'hui en tant que parti de l'opposition, c'est de continuer à faire le plaidoyer sur les misérables conditions des populations nigériennes que eux, ils ont ignorées, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont aucune infrastructure de base dans leur village. Mais voyez-vous, on met beaucoup d'énergie pour conserver un acquis, parce que la confiance et l'inclusivité dans le processus électoral devaient être considérées comme nos acquis, comme nos patrimoines politiques intangibles, parce que c'est ça que nous avons fait depuis presque 30 ans. Mais puisqu'il y a une volonté de confisquer coûte que coûte le pouvoir, les gens prennent aussi la liberté de détruire même ce qui est considéré ou censé être acquis dans notre patrimoine politique. Oui, M. le Président, là on va évoquer peut-être une question d'actualité. Vous l'avez certainement suivi, cette question de saisie en Guinée équatoriale, notamment d'une importante quantité de drogue, il faut le dire, un trafic qui a impliqué certains ressortissants nigériens. Dans la foulée, sur les réseaux sociaux, d'aucuns ont fait le lien, évoqué votre nom en rapport avec le trafiquant présumé. Alors, qu'est-ce que les gens doivent retenir par rapport à ça? Bon, les gens doivent retenir qu'il est possible en politique au Niger d'imaginer n'importe quelle saleté, n'importe quelle vilainie pour la coller à quelqu'un. Voyez-vous, moi je suis à l'opposition depuis 1 an. Il y a quelqu'un qui est conseiller dans une institution de la République, nommé par le président de l'institution, qui est issu d'un parti politique de la majorité, qui est parent à des personnes bien connues, qui n'a absolument aucun rapport politique ou professionnel avec nous, mais dans la volonté de chercher un bouc émissaire, il était quand même arrivé que quelqu'un puisse faire le lien entre moi et cette personne. J'ai trouvé cela totalement... Je parle les mots pour expliquer. Moi, je sais que le combat politique est dur et il est rude, mais moi, depuis que j'ai fait la politique, j'ai dit des choses avérées, des choses vraies. Et ce que j'ai dit en privé, je le soutiens en public parce que je pense que le combat politique doit porter sur des valeurs et une posture de dignité. J'ai trouvé ça totalement indigne. Et c'est pour cela que hier j'ai fait un message pour rappeler que je n'ai aucune relation politique avec cette personne et que de toute façon tous les Nigériens savent que c'est un montage et grotesque et grossier. Mais pour que la vérité aussi puisse se conforter et que nous participions aussi à la production de la justice et la vérité, j'ai porté plainte ce matin à travers un avocat que j'ai constitué parce que je pense qu'il est important que les jeunes ne pensent pas qu'ils peuvent s'amuser de cette façon-là avec la dignité et l'honneur des personnes. Je suis un responsable de l'opposition. Qu'est-ce que même je peux faire à un honnête citoyen, à plus forte raison un trafiquant de ces drogues? Dans ce pays-là, il y a des choses qui ont un sens, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Et en Hausa, souvent on dit, si celui qui dit n'a pas de bon sens ou a même perdu la raison, celui qui écoute doit garder sa raison. Et je suis heureux que j'ai vu que les Nigériens de l'ensemble ont compris, avant même que nous démentions, que c'était un montage totalement absurde et surréel. Moi, voyez-vous ma position, voyez-vous la situation de ces personnages-là. Comment est-ce qu'on peut imaginer un lien comme cela? J'ai compris que ça, ce que nous disons dérange les gens, mais ce n'est pas de cette façon qu'on se taira. Oui, ce n'est pas de cette façon qu'on nous amènera à nous taire. Je ne connais même pas, je ne connais aucune façon même qui va nous amener à nous taire. On décidera nous-mêmes de nous taire par nous-mêmes quand on pense qu'on ne doit plus faire la politique. Mais tant qu'on doit faire la politique, on doit la faire sur des valeurs et sur la vérité. C'est notre combat. Nous le mènerons
quel que soit ce que cela va nous prendre, nous le mènerons et nous le gagnerons. Peut-être pas nous, mais la dynamique que nous portons, le gagnerons. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça que les Nigériens demandent. Ce pays-là, il est meurtri. Peut-être que vous êtes à Niamey, mais vous n'ignorez pas les conditions crasses des populations nigériennes. L'État s'est désengagé de la situation du peuple nigérien. Les femmes dans nos villages triment, elles sont réduites à une situation de misère sans nom. Notre école ne produit rien, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a aucune qualité de l'enseignement dans notre pays. Il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de centre de santé adapté. Il n'y a rien entre le Nigérien et leur État, il n'y a absolument aucun rapport, aucun contact digne de ce nom. La preuve, voyez le classement du PNUD qui nous aligne de manière constante au dernier rang. Même lorsque le gouvernement demande la révision, on lui confirme son mauvais classement. Est-ce qu'il y a une sanction plus appropriée que celle-là? Vous avez vu le communiqué qu'on a fait après le titre d'Afrobaromètre. C'est un sondage d'une institution qui n'appartient pas à un parti politique de l'opposition, où plus de 60% des Nigériens considèrent que ce gouvernement-là est un mauvais gouvernement et il conduit notre pays dans une mauvaise direction. Voici la sanction des Nigériens lorsqu'on leur demande, pas lorsque les dirigeants s'auto-glorifient ou auto-célèbrent leur propre bilan. Les Nigériens, quand on leur demande, ils ne croient plus à la capacité de ce gouvernement de les gérer, de les protéger, de leur donner à manger, de leur donner un emploi et de garantir leur sécurité. C'est un bilan de faillite. C'est un bilan de faillite. Mais ça, nous devons le dire. D'abord parce que la loi nous dit de le dire. La loi dit que lorsque vous vous inscrivez dans l'opposition, vous devez contrôler l'action gouvernementale et attirer le gouvernement sur l'attention du gouvernement, ce qu'il doit faire. Mais au-delà de la loi, c'est notre mission. Lorsque nous créons une organisation politique, nous la créons parce que nous pensons que nous sommes capables de porter les revendications populaires. Et les revendications populaires dans ce pays-là, elles demandent la justice, elles demandent le changement, elles demandent une gouvernance qui s'occupe d'eux et qui les prend en compte. Donc entre cela et des trafics qu'ils mènent et qu'ils gèrent, je ne vois absolument aucun lien. Mais grand bien leur en face, ils pensent que c'est une arme pour faire la politique. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure que les gens se comportent comme ça. Mais je souhaite que dans la politique, nous ayons des valeurs et des comportements. On peut faire le combat avec les arguments, avec les actions, on peut le faire. Mais utiliser certains moyens pour atteindre certaines personnes, cela ne mérite que du mépris. Vraiment juste que du mépris. Une dernière question, peut-être, Monsieur le Président, vous l'avez dit, la victoire sera certainement de votre côté, de l'opposition, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'on doit justement s'attendre à une candidature unique de l'opposition? Nous avons une discussion vraiment assez intense. Nous travaillons beaucoup avec le FRDDR. Depuis au moins 8 mois, nous discuterons de ce qui est nécessaire de faire pour battre le système en place. Mais si cela fait partie des discussions que nous devons mener, nous les mènerons. Mais nous avons des discussions vraiment très poussées. Et nous, en tout cas, Front Patriotique, nous mènerons toutes les discussions nécessaires pour que l'opposition gagne. Pour le salut du Niger. Si nous ne gagnons pas et qu'on doit perpétuer ce régime-là de cette manière, je pense que notre pays il va se porter plus mal que jamais. De toute façon, actuellement, je ne crois pas si le Niger a connu une situation aussi mauvaise que celle-là. En tout cas, du point de vue de la situation des Nigériens. Le chômage, la pauvreté, la propagation et l'amplification des inégalités, la dégradation des services sociaux de base, le manque de dialogue entre les acteurs sociaux et politiques, la gouvernance, la corruption, l'impunité, le népotisme. Sur beaucoup de sujets, le Niger a atteint des niveaux qu'il n'avait jamais atteints auparavant. Donc, pour arrêter cette gouvernance-là, nous devons être plus forts. Je sais que c'est difficile, puisqu'en face, ils utilisent les moyens, les ressources et les attributs de l'État pour faire de la politique. Aujourd'hui, c'est clair, ils sont totalement mobilisés avec l'entièreté des moyens de l'État pour faire la politique. Aujourd'hui, ils sont totalement mobilisés avec l'entièreté de l'administration publique pour affaiblir les partis, faire peur aux citoyens nigériens, les amener à faire la politique. Vous les entendez chaque matin, ils menacent les chefs religieux de révocation, de destitution, pour les amener à, à les suivre, à les accompagner, à participer aux projets politiques partisans qu'ils mènent. Mais la situation du Niger est telle qu'aujourd'hui, le profond désamour qui existe entre eux et le peuple nigérien, il va certainement se traduire, Inch'Allah, dans les urnes, quoi qu'ils fassent. À moins que, bon, à partir de maintenant, ils se corrigent et ils deviennent plus corrects dans la gouvernance. S'ils ne le font pas, en tout cas, ils vont affronter, ils vont subir la sanction populaire, Inch'Allah, aux prochaines élections. Nous nous organisons pour cela. Nous organisons pour porter ce changement-là et nous le faisons de manière
vraiment patriotique. C'est notre devoir. Et je pense que chaque citoyen, à un certain moment, doit se mobiliser et participer à ses devoirs patriotiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la situation de notre gouvernance et de notre pays s'améliore? Vous portez le micro et la caméra pour donner la parole à toutes les opinions. Moi, je pense que je peux mobiliser, sensibiliser les Nigériens et puis créer un rapport de force politique pour amener une nouvelle gouvernance avec le programme que nous avons. Chacun, à sa manière, dans le secteur qu'il occupe ou dans le secteur dans lequel il travaille, doit chaque jour s'améliorer, faire des choses nouvelles et meilleures pour que le Niger se porte bien. Et aujourd'hui, pour que le Niger se porte bien, nous devons travailler pour porter et amener le changement aux prochaines élections démocratiquement, Inch'Allah. Merci. Merci.